Bonjour Monsieur Chevrier. Bonjour Hélène. Donc nous sommes le mercredi 11 septembre et nous enregistrons donc une deuxième vidéo que nous mettrons en ligne vraisemblablement dans une dizaine de jours et toujours en direct. Voilà, c'est ça. Les aléas du direct. Voilà, c'est ça. Bien, alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que nous avons déjà abordé, qui concerne le système électoral aux États-Unis. Et là encore, je vais révéler des choses que le grand public ignore. Vous allez voir, ça dépasse. On est loin de s'imaginer la dimension de certaines choses. Et bien entendu, les grands médias français ou américains, CNN, etc., nous présentent les États-Unis comme le modèle de démocratie mondiale. Hein, c'est ce qu'on nous présente. Et en fait, comme je l'ai déjà dit, les États-Unis ne sont plus du tout une démocratie. Ils sont vraiment entre les mains de l'EPAC. Et ce que je vais raconter maintenant, puisque déjà on a révélé à ceux qui nous font l'honneur de nous suivre l'existence de l'EPAC et comment elle fonctionne, avec tous ses donateurs, puisque l'EPAC elle-même ne finance pas directement les candidats, mais c'est elle qui choisit les candidats qui vont recevoir des fonds de telle ou telle société. Des sociétés bien sûr énormes, et dans leur rang, vous allez voir, je vais vous l'expliquer, comment les choses ont évolué. Évidemment, ça a des conséquences, puisque on se retrouve maintenant dans un système qui est entre les mains d'un petit réseau et qui dirige le monde depuis une cinquantaine d'années. Avec, bien entendu, ils ont ce petit groupe de gros financiers ont complètement vassalisé l'Europe et nous sommes une colonie des États-Unis avec plus aucun pouvoir véritablement politique, puisque à partir du moment où vous possédez tous les médias et l'industrie du cinéma et tout ça, vous faites penser et vous faites voter les gens dans le sens que vous voulez. Alors je vais vous faire voir ça, vous allez voir, c'est intéressant. Alors j'ai intitulé « Comment l'EPAC s'est emparé du système électoral aux États-Unis ». Le drapeau américain est placé à l'intérieur des deux triangles qui symbolisent l'État d'Israël, c'est-à-dire le peuple juif. L'EPAC, le siège de l'EPAC, il est sur le mont Vernon, le triangle du mont Vernon à Washington, D.C. Et quand des fois j'écoute des gens comme McGregor, le colonel McGregor ou le colonel Lawrence Wilkerson ou d'autres anciens officiers de la CIA, tout ça, ils parlaient souvent de Washington et moi je pensais qu'ils faisaient référence à la Maison-Blanche. Oui. Vous voyez, que tout ça c'était dirigé par Washington, donc Washington, ils me disaient. Et puis, en préparant cette émission, et ça m'a pris pas mal de temps, j'ai passé tout le week-end, mais j'ai passé d'autres temps avant, j'ai compris que quand il parle de Washington, ça n'est pas la Maison-Blanche, mais c'est le siège de l'EPAC. C'est là où tout est dirigé. Alors, regardez l'évolution. L'EPAC, sous une autre forme, est créé en 1951. C'est la création d'un lobby israélien, puis en 1954, ça devient cette appellation, il change de nom, et en 1963, l'organisation prend véritablement le nom de American Israel Public Affairs Committee. En 1981, l'EPAC compte 10 000 membres, c'est-à-dire déjà des sociétés, ce qu'on appelle les donateurs, les banques, l'industrie de l'armement, l'industrie pétrolière, tous les gros trucs, commencent à financer les candidats. En 1989, vous voyez, en 8 ans, ils passent de 10 000 à 55 000 membres. Alors pourquoi ça se passe comme ça? Parce que
dans cette organisation qui sont des réseaux qui s'inscrivent dans d'autres réseaux. Ils ont conçu, on peut dire, parce que ça remonte, si vous voulez, à l'organisation du peuple juif, en quelque sorte, ils ont conçu ce qu'ils appellent l'économie circulaire. Vous voyez ? Et alors, là, j'ai eu les explications directement d'un juif qui m'explique comment ça se passe. Eh bien, un juif veut créer une entreprise, il va voir tout naturellement un banquier pour avoir des fonds. Comme la plupart du temps, le directeur est juif, il a un avis favorable. Mais malgré tout, on va étudier pour voir si son truc, si son affaire tient la route et tout ça, etc. Il obtient, en règle générale, les fonds, parce que s'il n'a pas bien étudié, on va lui mettre des gens qui vont l'aider pour préparer son projet, de façon à ce que ça devienne quelque chose de rentable. Et puis ensuite, pour construire le bâtiment, il prend une entreprise juive. Ensuite, pour l'équiper, c'est à nouveau. Et donc tout ça, ça reste dans ce petit monde. Et au niveau du business, des grands business, c'est pareil. Vous voyez ? On investit dans tel truc et puis ça profite à un tel, tout ça. C'est le réseau, c'est l'organisation qui récupère à chaque fois les trucs. Voilà. Donc, ils appellent ça l'économie circulaire. Vous voyez ? Voilà. Et là, c'est très bien imagé. C'est ça. En 2007, ils sont arrivés, ils ont dépassé le nombre de 100 000 membres. Vous comprenez, puisqu'on est dans le pays du business. On est dans le pays où, eh bien, ça rapporte d'être dans ce truc-là, puisque un tel vous fait faire des affaires avec tel autre, et tel autre vous fait faire des affaires avec tel autre, c'est le réseau, vous voyez ? Alors, on va regarder ce que ça coûte une campagne électorale aux États-Unis. Alors, après 70 ans d'existence, cette organisation est passée d'un soutien à Israël, ce qui pouvait se comprendre en 1948, ils voulaient l'aider à s'implanter, à ce qu'ils aient un territoire, à un soutien inconditionnel à Israël pour devenir, à partir de l'année 2010, une organisation sioniste totalitaire. Là, je peux vous dire que certaines personnes pourraient penser que je suis antisémite. Pas du tout. Parce que la majorité des Juifs aux États-Unis pensent comme moi. Ils sont vraiment anti-sionistes. Ils voient la dérive. Et cette dérive risque d'entraîner la disparition d'Israël, c'est-à-dire la disparition de leurs rêves. Vous voyez ? Donc, moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas du tout antisémite. Mais anti-sioniste, oui, affiché, ça, il n'y a pas de problème. Le système totalitaire, on n'en veut pas. Ce qui se passe à Gaza, on n'en veut pas. Alors, ils sont capables, avec cette organisation maintenant, d'empêcher l'élection de n'importe quel candidat qui serait pour la solution à 2 États. Vous voyez ? Pendant des années, depuis, on va dire, 1960 jusqu'à, on va dire, 2010, ils ont fait croire que oui, il fallait négocier, il fallait une solution, un État pour la Palestine, un État pour Israël. Tout ça, c'était du bidon. Ça fait très longtemps, ça fait 50 ans que j'avais compris que c'était bidon, qu'ils étaient en train de gagner du temps, parce que autrement, c'était très simple. Il y avait un accord qui était trouvé en 1967. Il y avait qu'à figer les frontières et puis pas commencer à la colonisation de la Cisjordanie. Ce qu'ils ont fait devant tout le monde, sans se cacher, arriver avec des armes, virer les Palestiniens dans la Cisjordanie, ils en ont tué des quantités, comme ils ont fait d'ailleurs à partir un petit peu avant 48 et jusqu'à maintenant. Alors, l'EPAC, après avoir pris possession des principaux médias et de l'industrie du cinéma, CNN, Hollywood, oui, c'est tout ça. Vous voyez, on vous finance un film, mais on vous dit non pour l'autre. Vous voyez, si vous n'êtes pas dans le truc, et puis ensuite, même si vous arrivez à monter vous-même un film, vous ne serez pas distribué, parce que le réseau de distribution aux États-Unis et en Europe, c'est eux qui le tiennent. Donc là, il n'y a pas de truc. Alors, ils ont fait voter une loi, tenez-vous bien, autorisant le financement de la publicité pour les campagnes électorales
par des entreprises privées. Les entreprises privées, c'est Elon Musk, c'est l'industrie du pétrole, c'est l'industrie de l'armement, etc. Et alors, donc le 21 janvier, la Cour suprême des États-Unis, qui est composée de 9 juristes, voyez, a levé l'interdiction, parce qu'avant ils n'avaient pas le droit, faite aux entreprises privées de financer les campagnes de publicité en faveur d'un candidat à une élection. Vous allez voir les proportions que ça prend. En France, le financement des campagnes électorales par des entreprises privées a été interdit en 1995. Avant, c'était dissimulé, tout ça. Là, c'est répréhensible, c'est absolument interdit. En 2012, on va faire des points de comparaison, les 10 candidats à l'élection présidentielle française ont dépensé un total de 74 millions d'euros en 2012, les 12. En 2012, la même date, les 2 candidats à la Maison-Blanche, Barack Obama et Mitt Romney, ont dépensé 2,7 milliards de dollars. Donc, si vous voulez, ça, c'était en 2012. Quel est le candidat qui pourrait réunir 1,4 milliard de dollars pour financer sa publicité? Impossible. Oui. En 2024, là nous y sommes, le coût de la campagne présidentielle aux États-Unis va dépasser 14 milliards de dollars. En l'espace de quelques années, ça a été multiplié par 5. Vous voyez, voilà. Oui. La société d'Elon Musk, vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure, a donné, depuis le début de l'année, 45 millions. 45 millions de dollars par mois à Trump. Vous voyez ? Alors, là, tout ça, c'est, si vous voulez, des choses que l'on perçoit, on se dit, bon, c'est l'élection présidentielle, tout ça. Mais c'est pas que l'élection présidentielle, c'est à tous les niveaux. Parce que les campagnes, les sociétés privées ont le droit de financer aussi bien les campagnes des sénateurs, des représentants, des gouverneurs, tout ça. Dans mon livre, vous vous rappelez que j'ai consacré un chapitre sur les sociétés de publicité. J'ai expliqué l'importance qu'elles ont. Vous allez voir. Un sénateur aux États-Unis gagne 96 000 $ environ par an. Le Sénat est composé de 100 membres élus pour un mandat de 6 années. En 2022, les dépenses en frais de publicité pour l'élection à mi-mandat, vous savez qu'à mi-mandat, on remplace une partie de la Chambre. Il y avait donc 35 postes à remplacer sur les 100. La fois suivante, il y en aura 65. Eh bien, le montant de la campagne pour les 35 sénateurs a coûté 9,7 milliards de dollars en frais de publicité. C'est-à-dire que sur les routes, vous avez des panneaux publicitaires, à la radio, vous avez 10 messages par jour, à la télévision, toutes les chaînes privées, ils vous passent des messages sur un truc. Et alors, ça peut être du n'importe quoi, vous voyez, c'est de la publicité en permanence. Le gars, il est dans sa voiture, il écoute le message, il rentre chez lui, il voit la publicité, c'est partout. Vous voyez. Vous imaginez qui sont à la tête des agences de publicité, j'ai pas besoin de faire un dessin, et là, on engrange. Là, je peux vous dire que ça rapporte, l'agence de publicité. Nous, en France, on était déjà... Donc, j'avais expliqué que c'était Madame Badinter, enfin, tout du moins, la fille de... comment est-ce qu'il s'appelait déjà de Publicis, vous savez, qui avait monté ce groupe énorme, 3e groupe mondial, un Publicis, qui ont transféré leur siège, qui était au rond-point des Champs-Élysées, qui l'ont mis en Hollande pour une question fiscale. Alors, là, on va passer aux sénateurs.
2 fois plus qu'en 2018, c'est-à-dire qu'ils ont, en 2022, vous vous rendez compte, en 4 ans, les dépenses publicitaires ont doublé. L'élection d'un sénateur en 2022 a coûté en moyenne 277 millions de dollars en frais de publicité. En consacrant tout son salaire, il faudrait 110 années à un sénateur pour rembourser ses frais de campagne. C'est impossible, oui, bien sûr. Bon. Alors bien là, oui, voilà. d'où, alors pareil, oui, on regarde ça sous différents, d'où l'accueil à Netanyahou, parce qu'ils sont complètement achetés par les PAC. Donc, si le gars veut se présenter, il fait sa campagne, il va réunir peut-être difficilement 1 million de dollars, c'est fini. Il n'est même pas à la qualification. Voilà. Alors, là, on va aller un peu plus loin, parce que ça nous donne déjà le niveau de corruption. Hein, et puis c'est officiel, vous voyez. Donc, de toute la Chambre des représentants, qui est sur la même enseigne, les sénateurs, tout ça. Donc là, on comprend bien que toutes les décisions, elles se prennent dans l'immeuble que je vous indiquais, au Mont-Vermont. C'est là qu'il y a 400 salariés et c'est eux qui dirigent les États-Unis. Et alors, vous allez voir que c'est pas nécessaire d'être juif pour gagner une élection, il suffit d'être il suffit d'être pro-israélien pour faire la politique que eux veulent mener, c'est-à-dire un seul État et le grand Israël. C'est ça qu'ils veulent et rien d'autre. Et alors, vous allez voir, j'ai pris un exemple qui est très intéressant. C'est le cas exemplaire de Andy Levy, un juif très connu aux États-Unis, président de la synagogue de Détroit. Son oncle, Carl Levin, a été sénateur démocrate de 1979 à 2015 pendant 36 ans. Les Levin, c'est une vraie dynastie aux États-Unis, la famille Levin. Moi, j'ai vu dans les années 2000, tout ça, les discours de Carl Levin sur CNN, il intervenait souvent, c'est un type brillant, il était connu. Alors, l'oncle a été sénateur pendant 36 ans, le père, Sander Levin, a été sénateur de 83 à 2019, soit 36 ans. Ah oui, également. Vous voyez ? Oui. Andy Levin a succédé à son père, qui a voulu s'arrêter. Ils sont dans l'État du Michigan, vous voyez. Il y a à peu près, il y a 2 postes de sénateur par État aux États-Unis environ. Et alors, Andy Levin succède à son père au poste de sénateur dans le Michigan. Il s'exprime publiquement en faveur de la solution à 2 États. Ouh là là. Un État palestinien, un État. Alors ça, c'était possible dans les années 60. Oui, là, c'est terminé. Oui. À ce moment-là, comme c'est un type qui est honnête intellectuellement, qui veut ce truc-là, parce qu'il voit bien que si on veut la paix, c'est la seule façon de faire la paix, c'est la seule issue. Eh bien, les PAC, qui eux ne veulent pas d'un État palestinien, qui veulent les foutre dehors, va financer la campagne de son adversaire en dépensant 180 millions de dollars dans une primaire, vous voyez, au sein du Parti démocrate, et il va faire battre Andy Levin. Donc voilà ce gars qui est président de la synagogue, on va se dire, il a tous les réseaux, son oncle, son père, tout ça sont connus dans tous les États-Unis. Oui. Eh bien, l'EPAC va réussir par une campagne de publicité à le faire battre alors il était déjà en poste comme sénateur. Eh bien, dans l'élection à l'intérieur du Parti démocrate, il a été battu par une femme, je n'ai pas mis son nom ici, voilà. Et là, le gars, il est consterné parce que maintenant, il n'est plus question d'une solution des États. On est passé d'un système qui était pro-israélien à un système sioniste totalitaire. Et là, ils vont carrément, pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'ils entraînent les États-Unis dans une guerre qui va être terrible. Terrible pour les États-Unis et probablement terrible pour Israël, mais terrible pour tout le monde, de toute façon. Et c'est l'EPAC
qui entraîne le monde entier en direction de la Troisième Guerre mondiale. Voilà, c'est pour ça que c'est important. Et là, il n'y a pas de plus bel exemple que ça, si vous voulez, pour faire voir un peu que ça dépasse le truc. On pourrait dire, ah ben ils favorisent entre eux, ils se favorisent. Non, non, c'est si vous êtes pour la solution. Il n'y a pas le choix. Effectivement, comme vous dites, c'est plus une démocratie. Là, on est vraiment dans un. Voilà. Et là, j'ai vu Andy Levin qui, je regarde de temps en temps Democracy Now aux États-Unis, d'autres chaînes comme ça. Et le gars, il est consterné parce que il a été vraiment. Oui, alors qu'il pensait, de par sa famille, déjà être introduit en tant que, dans le monde politique, mais en fait, ils ont absolument pas les coups des franches, quoi. Enfin, je veux dire, c'est effectivement. C'est fini. C'est l'argent des grands donateurs qui décident tout. Ils ont des moyens, mais colossaux. Ouais. Alors, pour revenir à une démocratie, il faudrait interdire le financement des campagnes par des sociétés privées. Il faudrait plafonner le montant des dépenses pour qu'une personne normale puisse faire campagne. Vous voyez ? Parce que à ce moment-là, si les entreprises privées, par exemple, n'auraient plus le droit de financer, il n'y aurait que les milliardaires qui pourraient se présenter. Non, il faut que des gens de toutes conditions qui ont... oui, et puis avoir accès, absolument, oui. Voilà. C'est effrayant. C'est effrayant. Qui va pouvoir casser ce système? C'est ça, je me dis, je veux dire, qui va s'attaquer? Il y a trop d'enjeux financiers, économiques, etc. Et c'est impossible. Oui. Ça fait peur, ouais. Oui, il faut, et ça, bien entendu, c'est pas LCI ou BFM TV qui vont vous parler de ce que je viens de vous révéler. Ça, évidemment, parce que aussi sont. Et là, moi, je m'occupe pas, si vous voulez, de mes préférences ou quoi que ce soit. Je cite des faits, des chiffres. C'est une réalité. Voilà. Oui, je m'en tiens. C'est pas une question d'opinion, on a bien compris. Non, moi j'ai pas. Pour ou contre, mais. Alors bien sûr, je pense que ça serait mieux si les États-Unis étaient une démocratie, parce que ça serait mieux pour nous. Ça serait aussi mieux si nous étions indépendants en tant que Français, si on retrouvait le franc français et le truc. Ça, on fera peut-être des émissions là-dessus. Oui. Mais voilà la situation actuelle qui nous entraîne d'une façon quasi certaine à la Troisième Guerre mondiale. Un vrai conflit mondial, ouais. Voilà. Et donc, alors, on va, puisqu'on est sur le motif des élections, on a actuellement, on est à quelques semaines de l'élection présidentielle américaine. Il y a donc deux candidats. Il y a la candidate démocrate, et puis de l'autre côté, il y a Trump. Et il s'est passé quelque chose d'intéressant. Il y avait un troisième candidat, ce qui est arrivé plusieurs fois aux États-Unis, des candidats qui veulent être indépendants. Et ce troisième candidat, c'était le fils de Robert Kennedy. Donc, Robert Kennedy Jr., qui a 70 ans maintenant, et qui a mené campagne pendant un peu plus d'un an, parce qu'il y avait un grand nombre de personnes qui voulaient qu'il soit candidat, et qui ont des gens qui se sont investis physiquement, tout ça, pour faire campagne pour lui. Et puis devant cette réalité, si vous voulez, bon, il aurait pu faire peut-être 12%, et il a décidé d'abandonner. Et alors, curieusement, alors que il y a un sacré héritage Kennedy, quoi. Voilà. Alors la famille Kennedy a toujours été dans le Parti démocrate, vous voyez, aussi bien John que Robert, etc. Toute la famille. Et là, il s'est allié avec Donald Trump. Il peut devenir donc le vice-président des États-Unis. C'est l'alliance, si vous voulez, de la carpe et du lapin. Oui, c'est assez étonnant. Mais j'ai regardé un discours qu'il a prononcé. On passera d'ailleurs des extraits parce qu'ils ont fait une traduction en français de son discours, très intéressant. Il a
parler des problèmes de santé que rencontre toute la jeunesse américaine. Alors moi, je savais que l'armée américaine avait d'énormes difficultés pour recruter des militaires maintenant, puisque parmi les jeunes qui ont une vingtaine d'années, 35% sont en surpoids et obèses, et diabétiques, je veux dire. Donc, alors, il y a des problèmes, on le voit dans les avions, il y en a beaucoup qui doivent acheter 2 places, parce qu'ils sont énormes, et donc ces problèmes de santé, ça je savais qu'il y avait 35%, mais j'imaginais pas ce qui arrive maintenant aux tout jeunes, qui ont entre 1 et 10 ans. Et là, il en a parlé, on en parlera plus une prochaine fois. Et vous allez voir une chose, pour rester sur les élections, que Trump a toujours été la bête noire des médias. Oui, complètement. CNN, etc., parce que eux sont plutôt démocrates, etc. Eh bien, on va assister, à mon avis, dans les semaines qui viennent, à un retournement des médias en faveur de Trump contre Kamala Harris. Pourquoi? Parce que, à moi, en ce qui me concerne, je pense que ça ne change pas grand-chose, puisque c'est les PAC qui dirigent. Mais néanmoins, il y a 2 choses qui sont différentes. Kamala Harris veut limiter les actions contre les Palestiniens en Israël. Elle veut faire cesser le massacre à Gaza. Et elle veut surtout renforcer la guerre en Ukraine. Donc ça, c'est ses grandes lignes. Trump, lui, il veut arrêter la guerre en Ukraine et se consacrer sur la guerre au Moyen-Orient. Vous voyez? Donc 2 options très différentes. Eh bien, à mon avis, les médias vont basculer pour Trump parce que ce qu'ils veulent, c'est que les États-Unis fassent la guerre contre l'Iran. Voilà. Oui, ça aussi. Et on va voir. Parce qu'actuellement, ils sont au coude à coude. Eh bien, on va voir comment les choses vont basculer dans quelques semaines. Si vous voyez, parce que ça change du tout au tout. Quand vous êtes interviewé, qu'on vous pose des questions agréables, tout ça, qu'on vous accueille bien, ou quand on vous tire dessus sans arrêt au cours de l'eau, on vous interrompt, tout ça, ça donne pas... Oui, c'est pas du tout la même image, oui, le même contexte. Vous allez voir le revirement des médias, parce que CNN et compagnie, c'est comme chez nous, LCI, BFM TV, ils appartiennent au lobby de la finance. Hein, voilà. Très bien, écoutez, merci encore de ces informations capitales, très intéressantes, et effectivement, encore une fois, qu'on ne trouve pas sur les chaînes, voilà, sur les grands médias, donc c'est important. Puis effectivement, par rapport à tout ce qui se passe en termes de conflit mondial, qui risque d'arriver, et puis par rapport à ces élections américaines, donc merci de mettre la lumière une fois de plus sur ça. Merci beaucoup, Monsieur Choyer. Voilà, très bien.